prochain slide. OK. Juste pour annoncer un peu c'est quoi notre organisation. On est les Sceptiques du Québec. C'est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. On fait ça par des conférences, la publication d'une revue, le Québec Sceptique, et aussi avec notre site web que vous pouvez consulter à www.sceptique.qc.ca. Vous allez y retrouver le dictionnaire sceptique, Quackwatch, des articles divers et aussi un lien au forum sceptique. Si vous voulez aider l'association, parce que là, on organise des conférences gratuites, ça fait que nos revenus sont minimales de ces temps-ci. Fait que pour continuer nos activités, on vous recommande d'adhérer à l'association. Vous pouvez devenir membre pour 20 $ par an ou 50 $ pour 3 ans. Vous pouvez vous abonner à la revue, c'est les mêmes prix. La revue est publiée trois fois par année. Et vous pouvez tout trouver ça ici sur le site des Sceptiques. Puis les dons aussi sont fortement appréciés. Si vous aimez les conférences ou si vous voulez assister à d'autres conférences dans le futur, ça nous permettrait de continuer plus longtemps. Le dernier numéro du Québec Sceptique est sorti en décembre 2020, fait que j'en ai parlé un peu le mois passé. Le thème, c'est l'idéologie dans les universités. Juste rapidement, là, on a quand même 2 articles ici qui sont clés pour ce thème-là. Un musulman de l'université qui a été écrit par Normand Baillargeon, tu as raison. Et le deuxième, c'est La vérité selon la justice sociale, qui est un résumé d'un livre, justement, qui critique la justice sociale et les déviances qu'on a de ce temps-ci avec cette fameuse bien-pensance. Il y a aussi les comptes rendus de 2 conférences, Robin Quentin, Les mythes déboulonnés avec Wikipédia et Jean-René Roy, Sciences et philosophie. La prochaine conférence, ça va être donnée par Jean-François Clich, qui est journaliste scientifique, et c'est sur son livre ici, Fake News, le vrai, le faux et la science. Et justement, sur les fake news, j'ai pogné quelque chose aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Une photo qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux. On voit ici une salle d'opération dans un hôpital, une salle d'urgence. Si on lit en bas, je vais traduire, c'est les hôpitaux ferment. Ça, c'est arrivé en décembre, supposément que ça a apparu. Les hôpitaux ferment parce qu'un premier patient vacciné, j'insiste, un premier patient vacciné, a commencé à manger des humains. J'ai trouvé ça pas mal drôle. C'est comme si, avec la vaccination, on devenait zombie et on commençait à manger. Bon, supposément que ça viendrait de CNN, mais ça, c'est un montage. Et c'est des logos qui ont été ajoutés à la photo. Et la photo, c'est une vraie photo d'urgence, mais qui a été prise en 2019 dans une salle d'urgence. Ça fait que ça n'a aucun rapport avec la COVID, mais c'est pour montrer comment est-ce que les fake news, des fois, peuvent prendre une photo, la modifier ou additionner des choses dedans pour faire passer des événements, pour faire passer de fausses nouvelles. Sur ça, je vais juste parler un petit peu de Madame Posca. Madame Posca, elle est diplômée en sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle est chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, depuis 2011. Ses travaux portent sur des sujets comme l'endettement des ménages, les inégalités socio-économiques, les transformations du travail et le néolibéralisme au Québec. Elle est également membre du comité de rédaction de la revue Liberté depuis 2018. Elle a publié récemment, en 2018, le Manifeste des parvenus, le Think Big, dépense petit. Alors, je vais laisser la parole à Mme Posca. Comme je disais tantôt, c'est ça, mine de rien, le livre dont je vais vous parler ce soir, il est sorti il y a 3 ans, donc c'est comme une éternité, je pense, dans le monde de l'édition et justement dans notre monde qui va si vite. Et le rythme de parution des livres est très, très important. Donc, voilà, 3 ans, ça semble très loin. Et en fait, même, il a fallu que je me replonge dans le livre parce que, mine de rien, c'est ça. Je travaille dans le cadre de mon travail à l'IRIS, je touche à plein de sujets, puis donc le sujet de ce livre-là est un peu loin dans ma mémoire. Mais je suis contente de venir vous en parler, puis de voir que justement, même 3 ans plus tard, ça suscite encore de l'intérêt. Puis aussi dans le contexte actuel qui est particulier, puis qui fait que, bon, toute l'attention est un peu mise sur, bon, évidemment, la pandémie, là, ce qui est tout naturel, mais bon, il reste que
le monde va continuer après la pandémie. Et en fait, je pense que les réflexions qui sont dans ce livre-là, je crois humblement qu'elles sont toujours pertinentes. Puis qu'elles vont continuer à l'être dans les prochaines années. Donc, je suis contente de venir vous en parler. Je ne sais pas trop combien de temps va durer ma présentation, mais en tout cas, je vais m'autodiscipliner ou si je ne parle pas très longtemps, ben ça nous laissera plus de temps pour discuter. Peut-être que je commencerai par simplement vous parler de l'origine du livre, en fait. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là, qui, il faut le dire, peut-être plusieurs d'entre vous ne l'ont pas lu, mais c'est donc un essai, mais c'est un essai particulier parce que c'est un essai satirique. Et donc, en fait, à peu près la moitié du livre est sur un ton, c'est ça, disons, ironique. Mais donc, c'est un peu une caricature, si on veut, d'un discours qui est assez dominant au sein de l'élite au Québec notamment. Et en fait, ce livre-là, j'ai dit, il a été publié il y a 3 ans, mais il remonte à même encore un petit peu plus loin. C'est Marc Fortier qui est éditeur chez Luxe qui m'a, qui est arrivé avec un projet qui était en fait, lui, il partait de ce constat que la classe politique au Canada, au Québec, qui était au pouvoir, était en train de s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler les fondements institutionnels de la classe moyenne, donc ce qui permet à une classe moyenne d'exister dans un pays ou dans une société comme le Québec ou comme le Canada. Et donc, on était à ce moment-là en 2014, donc il y avait le Parti conservateur qui était au pouvoir au niveau fédéral. Les libéraux venaient de revenir au pouvoir au niveau au Québec. Puis les conservateurs particulièrement, là, depuis que Stephen Harper justement était au pouvoir, s'attaquaient aux organisations syndicales, avaient une approche très régressive en matière de fiscalité, ils s'attaquaient à la science et à l'environnement. Donc, en fait, au cadre qui permettait une certaine qualité de vie pour la majorité de la population. Et donc, au départ, l'idée, c'était de mettre en lumière cette espèce d'entreprise de démolition-là, puis pour pouvoir se porter à la défense d'un autre modèle de société. Au fur et à mesure que, en fait, moi, que le projet a évolué, puis que moi, j'ai travaillé finalement, que je me suis mis à travailler sur ce projet-là, parce que j'ai accepté donc évidemment son invitation à écrire un livre. Le projet a évolué et en fait, c'est devenu davantage un essai sur l'idéologie qui est au fondement de ce projet politique-là. Et donc, ça va être ça un peu l'objet de ma présentation, c'est de vous présenter un peu certaines des thèses qui sont dans le livre. Et de montrer donc les rouages, si on veut, ou en tout cas le contenu de cette idéologie-là, du projet politique aussi qu'elle permet de défendre, en fait, et puis de son actualité aussi, même si, comme je le disais, là, en ces temps de pandémie, bien évidemment, les priorités du gouvernement sont passablement différentes. L'actualité politique est différente, mais c'est quand même le fond, si on veut, la trame de fond de notre contexte politique. Donc, en fait, et donc, pour commencer, peut-être, donc le manifeste des parvenus, en fait, c'est quoi l'idée qui est au cœur de ce livre-là? Quand on pense souvent si on pense au Québec, puis d'une idée qui est assez répandue à propos du Québec et des Québécois, c'est l'idée que les Québécois sont nés pour un petit pain. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Donc, l'idée qu'on vit modestement, puis qu'on se contente de peu, et donc, une espèce d'éthique là, qui serait le fait de notre passé religieux. Et en fait, ce que je montre dans le livre, ou en tout cas l'idée que je défends, c'est qu'au contraire,
on est dans un contexte depuis peut-être un certain nombre d'années, voire de décennies, là, dans un contexte où, au contraire, on célèbre non pas cette attitude-là très de pauvreté, mais au contraire, on célèbre davantage la richesse et ce que j'ai appelé le parvenu. Là, je vais vous expliquer dans un instant ce que j'entends par là. Et c'est un discours, c'est le constat que moi je faisais, que je fais en fait, c'est que c'est un discours qui est véhiculé par une grande partie de la classe politique, notamment au Québec, mais bon aussi d'une certaine élite économique et de d'autres, commentateurs, si on veut, ou enfin personnalités publiques au Québec, mais on pourrait dire ailleurs aussi, mais enfin là, moi, évidemment, je me concentre plus sur le Québec, la situation du Québec. Et donc, parce que ce discours-là est véhiculé par une grande partie, de notre classe politique, il faut s'y intéresser, à mon sens. Et parce que cette élite politique, en fait, c'est évidemment, ça représente les gens qui sont en situation de pouvoir, en fait, dans notre société. Et donc, le discours qu'ils peuvent véhiculer sur la société, sur l'organisation de la société, il faut le prendre au sérieux puis se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours-là. Donc, voilà un peu le point de départ, si on veut, du livre. Et donc, qu'est-ce qui est ce fameux parvenu? Bon, sans doute, vous le savez, c'est un terme qui a une connotation péjorative, là, il faut le dire. Un parvenu, c'est celui qui, malgré des origines sociales modestes, a connu une ascension sociale fulgurante et donc a accédé à une classe sociale supérieure. C'est généralement un terme qui est négatif parce qu'en fait, on considère que ces personnes-là, qu'on appelle aussi des nouveaux riches, vont avoir une manière un peu caricaturale d'afficher leur nouveau statut social. Disons que c'est pas sur cet aspect-là du parvenu que moi je me suis attardée, mais c'est davantage à cette idée donc d'une mobilité sociale importante. Il me semble que et donc qui définit le parvenu. C'est cette idée-là qui est au cœur du discours, d'un certain discours qu'on entend dans l'espace public, qui soutient que, en fait, le résultat, la richesse, et donc le fait qu'une personne devienne riche, c'est le résultat, en fait, des efforts qu'elle a mis, des risques qu'elle a pris et de choix, finalement, personnels. Et le corollaire de cette idée-là qu'on entend souvent, c'est que si une personne est pauvre, c'est qu'en fait, elle n'a pas travaillé assez fort, elle n'a pas pris assez de risques. Une autre dimension, ou en tout cas un autre aspect de ce discours-là du parvenu, c'est que c'est un discours qui donc repose sur une valorisation ou qui valorise l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, d'être un entrepreneur qui est confondu en fait aussi justement avec le fait d'être riche, donc comme si c'était dès qu'on avait une entreprise, on était riche, là, ce qui est évidemment vraiment pas le cas, mais ça, j'y reviendrai. Autre aspect de ce parvenu ou de ce discours du parvenu, c'est que en fait, le motif de l'action, parce qu'en fait, c'est un discours donc qui nous amène aussi, qui prend donc ce parvenu en modèle et qui l'érige comme un modèle à suivre. Et en fait, un aspect donc de cette espèce d'injonction-là à devenir aussi, à faire comme le parvenu, c'est le motif de l'action, c'est de s'enrichir et donc c'est aussi une valorisation de l'argent comme fin en soi.
comme motif donc de l'action. Et c'est une croyance aussi que c'est par la voie de l'entrepreneuriat qu'en fait on peut s'enrichir. C'est toute l'idée que seules les entreprises justement créent de la richesse. Et c'est aussi cette idée-là que moi je voyais au cœur de ce discours-là. Et puis comme je l'ai dit précédemment, ben le penchant, si on veut, pendant négatif de ce discours, c'est que c'est un certain mépris pour tous ceux qui sont vus comme vivant au crochet de la société ou vivant au crochet de l'État, un discours très péjoratif sur la pauvreté, notamment des préjugés envers les personnes pauvres, là, comme je le disais, le fait que, ben, dans le fond, c'est un peu de leur faute s'ils sont pauvres. Donc, c'est un discours qui est, comme je le disais, vraiment l'inverse de l'idée d'être né pour un petit pain. C'est au contraire, on valorise donc justement les plus riches dans notre société et on les dirige en modèle. Ceci dit, c'est cette figure-là du parvenu qui est valorisée, ben en fait, elle ne correspond pas à la réalité de la majorité des gens dans la société qui dépendent d'un travail, donc d'un salaire, pour subvenir à leurs besoins. Comme je le disais, ça ne correspond même pas à l'expérience de la majorité des gens qui ont une entreprise dans nos sociétés. Parce que pour la plupart, disons, ce sont des petites entreprises qui leur demandent en fait énormément de travail puis qui leur amènent un revenu assez modeste ou en tout cas du moins pas plus élevé que quelqu'un qui travaille comme employé dans une entreprise. Et donc, ce décalage-là entre la réalité d'une majorité de gens et le discours sur le parvenu, puis comme modèle, ben, il s'explique par le fait qu'en fait, c'est que cette image-là du parvenu, c'est en fait un mythe, on pourrait dire. C'est vraiment une image, puis c'est un mythe qui permet, qui fait partie d'une certaine idéologie, en fait. Et donc, pourquoi je dis un mythe? C'est un peu de ça que je vais vous parler maintenant. En quoi le parvenu est un mythe. Quelqu'un disait, c'était dans un contexte tout à fait différent, mais je crois que c'était Annie Desrochers, en fait, qui est animatrice de la Radio-Canada, disait que, puis ça m'a frappé, c'est le parvenu, c'est en fait le self-made man, là, qui est un peu l'équivalent du parvenu. C'est quelqu'un qui réussit à faire croire aux autres qu'il s'est fait lui-même. Et donc, en fait, il y a des auteurs comme la journaliste canadienne Linda McQuaig, qui a publié un livre chez Lux aussi en 2013, je crois. Enfin, c'était une traduction d'un livre qui s'appelle « Les milliardaires ». Et dans ce livre-là, elle montre comment, en fait, ces hommes, justement, très riches, qui souvent se décrivent comme des hommes, en fait, il y a des femmes aussi, mais c'est beaucoup des hommes, se décrivent comme des self-made men. Ben, en fait, souvent, quand on regarde la manière dont ils ont constitué leur richesse, puis d'où ils viennent, ben, on réalise que sans l'apport d'une foule de gens, à commencer par leur famille, mais aussi même de ceux qui les ont précédés. Quand on pense par exemple aux inventeurs ou aux grands hommes d'affaires qu'on dit qui ont révolutionné la société, comme des Bill Gates, ben on voit que pour qu'eux aient pu vendre, par exemple, des ordinateurs à travers le monde qui ont fait de leur renommée, il a fallu avant une panoplie de gens qui ont fait d'autres inventions et un contexte aussi politique qui leur a permis peut-être de développer leur entreprise, mais un contexte fiscal, en fait, réglementaire. Bon, bref, ils se sont rarement fait eux-mêmes et c'est plutôt une espèce de discours a posteriori qui permet finalement de se mettre en valeur. Puis on pourrait, c'est ça, il y a
y a plusieurs exemples qui attestent de ce fait-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a personne qui comment dire, cette idée d'ascension sociale fulgurante, c'est pas un cas de figure impossible, mais c'est plus souvent qu'autrement un mythe, en fait, et une exception. En fait, dans les sociétés comme la nôtre, qui sont des sociétés marquées par des économies capitalistes, de type capitaliste, mais en fait, la richesse d'un individu, elle est, règle générale, déterminée par l'origine. Donc, c'est un simple phénomène de reproduction sociale. Donc, une personne qui naît dans une famille qui est fortunée, généralement, les parents vont transmettre à leurs enfants un certain capital culturel, un certain capital social, une éducation adéquate, un réseau social et évidemment un capital économique aussi qui va leur assurer finalement un accès aux plus hautes sphères, qui va leur assurer un accès à un emploi qui leur donne, qui les met dans une position de pouvoir. Bref, il y a cette... Et donc, d'une génération à l'autre, ben, justement, la richesse se transmet et est héritée. Donc, on est dans un système où rarement, ou en tout cas, c'est une exception, les individus qui justement changent complètement de classe sociale sont davantage relèvent davantage de l'exception. Et c'est non seulement, en fait, il y a d'un côté, il y a la famille qui donc détermine un peu l'origine, qui détermine où on se situe ensuite, quelle est notre position sociale dans la société. Mais quand on s'intéresse aux entrepreneurs, ou en tout cas, en fait, je ne devrais pas utiliser le terme entrepreneur, mais aux millionnaires ou même voire aux milliardaires, qu'on érige souvent aussi en modèle et qui se dépeignent, comme je le disais, souvent comme des self-made men, ou en tout cas plusieurs d'entre eux le font. Il y a aussi tout un contexte social et politique qui leur a permis souvent de faire des affaires et donc de s'enrichir. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel Alain Deneau a souvent parlé ou écrit, mais cette idée que une entreprise sans des routes qui sont construites par le public, sans un système d'éducation qui permet finalement d'avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée, sans un réseau de la santé qui permet à ces mêmes employés-là de se soigner quand ils sont malades puis de revenir au travail en meilleure forme, sans des crédits d'impôt ou des subventions, des prêts même, ce serait très difficile en fait d'avoir des entreprises qui sont parfois même rentables. Hein. On peut penser à certains secteurs qui sont largement subventionnés. Et donc, bref, tout un contexte qui remet encore en question un peu l'idée que finalement, quand on est riche, c'est parce qu'on a pris plus de risques que les autres, puis on a des idées vraiment géniales. Non, il y a un contexte qui permet à certaines personnes de s'enrichir plus que d'autres, en fait, à une classe même sociale d'accaparer une partie aussi de la richesse. Et ce qu'on voit, par exemple, dans le contexte actuel depuis une trentaine d'années, c'est un contexte de concentration des revenus et de la richesse. Je vais y revenir un peu plus loin, qui justement s'explique par un contexte fiscal particulier, notamment. Dans ce contexte-là, donc, oui, il y a de la mobilité sociale, évidemment, ça existe. Là, on n'est pas dans une société de caste. Il y a moyen de passer d'une classe à l'autre. Mais il reste que la mobilité sociale, elle est quand même limitée par le fait qu'il y a une classe qui accapare du pouvoir et, par conséquent, qui accapare aussi de la richesse. Une autre manière de le dire, c'est que, puis pour résumer, c'est qu'il y a donc
une architecture, si on veut, institutionnelle qui permet aux personnes fortunées de s'enrichir. L'envers de la médaille, en fait, cette organisation-là de la société, c'est que il y a aussi un contexte politique, social, puis ce que j'appelle donc une architecture institutionnelle qui a permis en fait aux classes plus populaires, aux salariés, aux simples salariés, d'accéder à un certain niveau de vie. Et là, c'est un peu le... en fait, c'est ça, j'ai appelé ça l'envers de la médaille, mais c'est de voir que, contrairement à l'idée qui est portée toujours dans ce discours-là sur les parvenus, que finalement, chacun doit un peu travailler pour soi, puis c'est comme ça qu'on va s'enrichir. En fait, quand on étudie l'histoire d'une société comme le Québec, on réalise que s'il y a une classe moyenne au Québec, s'il y a des gens qui peuvent travailler et sans être complètement exploités, qui ont accès à une qualité de vie, à des conditions de travail aussi qui sont dignes, qui sont supportables, c'est parce qu'il y a justement un contexte aussi qui a permis à cette classe moyenne-là d'émerger. Et en fait, c'est l'histoire de, si on veut, entre autres de l'État-providence, mais aussi de ce qu'on a appelé le compromis fordiste. Là. Donc, l'idée que, en fait, les travailleurs et les travailleuses ont longtemps été justement dans une position de simple main-d'œuvre, exploitée là, au bénéfice des entreprises, et à travers des luttes sociales, des luttes ouvrières pour améliorer les conditions de travail, à travers donc l'émergence d'une nouvelle élite politique plus progressiste, qui voyait aussi l'importance pour l'État d'intervenir dans l'économie et justement d'assurer un filet social à la population pour prévenir différents problèmes sociaux. C'est toutes ces transformations-là qui ont permis à une classe moyenne d'émerger et aux salariés d'accéder à, comme je le disais, à une meilleure qualité de vie. Et en fait, donc c'est ça. L'histoire donc du Québec, on pourrait la voir à travers l'évolution finalement des conditions sociales, puis comme on constate que il y a eu en fait un État social qui s'est mis en place. Oui, c'est le projet de la Révolution tranquille, mais ça a commencé avant, puis ça s'est poursuivi aussi après, jusque dans les années 70, puis même au-delà, on pourrait... la mise en place de différentes institutions qui ont permis de garantir là, un niveau de vie adéquat aux salariés. C'est un effort qui a été fait, puis un compromis justement social qu'on avait décidé de faire. Et en fait, qui a permis une certaine mobilité sociale, comme je le disais. En fait, sans tous ces mécanismes-là, à commencer par le fait qu'on a rendu l'éducation universelle, l'accès à l'éducation, qu'on a garanti l'accès à l'université pour tous, il y avait, en fait, avant ça, il y avait très peu de mobilité sociale. Le Québec, c'était une société où il y avait... pratiquement pas de classe moyenne, une classe laborieuse importante et une certaine élite. Et donc, on a réussi à sortir de ce modèle-là à travers la construction de l'État-providence, notamment. Donc, si on revient, pourquoi je vous parle de tout ça, en fait? Si on revient au discours des parvenus et à l'idée que pour s'enrichir, il faut que compter sur soi-même
et que comme ça, on peut accéder à la fortune. Et l'idée que, il y a en fait, le corollaire de ce discours-là, c'est que il faut se débarrasser des obstacles qui nuisent à cette création de richesse-là. Il faut se débarrasser des obstacles qui empêchent les individus finalement libérer leur plein potentiel et développer les entreprises qu'ils veulent pour créer de la richesse. Et en fait, puis ces obstacles-là, quels sont-ils? Ben, c'est toutes les institutions, les règlements, les différentes régulations qu'on s'était données pour garantir un certain niveau de vie adéquat à une majorité de la population. Donc, on réalise en fait, ou en tout cas, si vous m'avez suivi, si ma présentation était claire, on se rend compte que le discours sur les parvenus, c'est un discours qui sert à défendre un agenda politique particulier qui veut, en quelque sorte, en finir avec la société salariale, qui est donc cette société qui était centrée davantage autour des besoins des salariés. Donc, je vais prendre une gorgée d'eau, puis ensuite, je vous parle davantage de ce projet politique. Donc, quel est ce projet-là, justement, qu'on appelle parfois le néolibéralisme? C'est un projet, oui, politique, on peut dire, dans le sens où il y a des individus, des organisations dans la société qui travaillent finalement, qui poursuivent qui travaillent à réaliser, si on veut, ce projet-là, et non pas dans le sens d'un complot, là, mais dans le sens d'une classe politique qui a des intérêts et qui, finalement, travaille à servir ces intérêts-là. Le néolibéralisme peut être vu comme un projet qui vise justement à protéger les privilèges d'une certaine élite économique dans notre société. Et comme je le disais, c'est en faisant quoi? En s'attaquant au fondement de tout ce qui permettait aux simples salariés de, par ailleurs, jouir d'une certaine autonomie financière, de jouir d'une certaine qualité de vie. Et donc, au Québec, on pourrait dire que c'est un peu une volonté de démanteler, ou en tout cas des attaques qui visent, comme je le disais, le projet qui était au cœur de la Révolution tranquille. Bon, un projet qui était inachevé et imparfait, mais qui quand même avait certains mérites dont je viens de parler. Et donc, dans ces attaques-là envers l'État-providence, en fait, il y a cette idée que le gouvernement doit plutôt, en fait, non pas être au service du bien-être de la population, ou en tout cas, du moins, que l'objectif principal du gouvernement, c'est d'être au service de la croissance et donc d'être au service des entreprises qui sont celles qui créent la richesse et donc qui génèrent justement de la croissance. Et ça, c'est un projet qu'on a vu, en fait, un agenda politique, si on veut, qu'on a vu à l'œuvre déjà depuis longtemps au Québec. Évidemment, c'est pas, il faut pas confondre cette volonté-là avec une volonté d'en finir avec l'État et de s'en débarrasser. Au contraire, c'est plutôt un projet de détournement d'État, pour reprendre le titre d'un livre qu'on a aussi, en fait, qui a été publié la même année que le Manifeste des parvenus, là, mais que j'ai écrit avec mon collègue de l'IRIS, Guillaume Hébert, où on montrait comment, en fait, il y a vraiment, justement, l'État est mis au service d'intérêts particuliers plutôt que
au service des intérêts, d'un intérêt plus général. Ben, ça prend différentes formes. Hein. Le cadre, disons, le cadre budgétaire qui permet ça, c'est celui du déficit zéro, où l'État est toujours en train de vouloir réduire ses dépenses et donc pour viser justement un équilibre budgétaire. Mais ça a été à l'époque de Jean Charest les partenariats publics-privés qui permettaient finalement de donner des contrats à des entreprises, sous prétexte d'avoir des économies de coûts, mais bon, finalement, sans rentrer dans le détail, c'était souvent, c'était pas toujours justement au bénéfice, disons, du grand public. Ça peut prendre la forme d'une tarification de certains services publics, de compression dans les dépenses publiques. Ce qu'on vit actuellement dans le système de la santé, cette incapacité-là de notre système, de notre réseau de la santé à faire face à la pandémie actuelle, on peut le voir comme le résultat d'années de sous-financement du réseau. Dans les mesures qui s'attaquent aussi à cet État-providence puis aux institutions là, de la société salariale, ben, il y a l'affaiblissement de la progressivité de l'impôt aussi. Donc, le fait qu'on ait réduit le nombre de paliers d'imposition pour les contribuables, le fait qu'on ait diminué l'impôt des entreprises, donc qu'on se soit privé de revenus finalement pour financer les différents services publics comme la santé, l'éducation, les services de garde, etc. Donc, toutes ces attaques-là, particulièrement aussi au système d'éducation, hein, que, bon, on sait au Québec, on maintient quand même, si on se compare, très accessible, mais c'est au prix de luttes quand même assez répétées. La dernière étant évidemment celle de 2012, là, où le gouvernement libéral avait voulu hausser de manière substantielle les frais de scolarité universitaire. Donc ça, c'est évidemment une attaque claire à un des mécanismes qui permet... T'es-tu inscrit? Oui, pardon. Qui permet donc à la classe moyenne d'exister. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro en marche. Donc, bref, c'est un agenda qui se déploie à travers différentes mesures et donc qui est toujours motivé par cette idée de créer finalement un cadre qui va être propice au développement des affaires et aux projets d'entreprises privées. Mais toujours dans cette optique de créer de la richesse, hein, c'est l'idée qu'on entend souvent, il faut créer la richesse avant de la redistribuer. Ça définit un peu le projet politique, si on veut, que beaucoup de partis ont porté dans les dernières décennies au Québec. Je prends une autre gorgée d'eau. Mais il faut dire que c'est aussi une certaine vision qui est appelée, en fait, qui n'est pas seulement, si on veut, qui ne se traduit pas seulement par des politiques ou une manière de concevoir l'État et l'intervention de l'État dans la société, mais qui pénètre en fait aussi d'autres sphères sociales. Le fait que non seulement, en fait, justement, comme je l'ai dit, on change, si on veut, les priorités d'action de l'État, mais on voit aussi, par exemple, en éducation, tout un discours sur le fait que
étudier, c'est une manière d'augmenter son capital. C'est un investissement, en fait, qu'on fait dans notre propre capital et qui va porter fruit ensuite. C'est le type de discours qu'on voit aussi dans une société qui est marquée par ce discours de valorisation des riches et de la richesse. Le fait qu'on soumette différents disons, aspects de notre vie en société à cet impératif-là toujours économique. On le voit aussi, par exemple, dans une certaine vision de l'immigration, hein, qu'on réduit encore une fois à quelque chose qui va nous amener, qui pourrait nous amener de la croissance ou, bon, on fait souvent de la main-d'œuvre, mais bref, c'est un discours qu'on voit un peu partout, qu'on voit aussi, en fait, beaucoup dans la culture. Le fait que dans nos émissions, là, les émissions de divertissement, on ait, par exemple, des émissions comme L'Œil du Dragon, où on amène des entrepreneurs là, à venir finalement, des concours finalement d'entrepreneuriat. Dans les écoles, le fait qu'on ait aussi ce type de concours-là qui est présent, qu'on donne des cours d'éducation financière. Donc, c'est non seulement, comme je le disais, des politiques, mais c'est aussi quelque chose qui finalement, qui est vraiment du ressort de l'idéologie, parce que ça pénètre un peu toutes les sphères de la société de manière un peu parfois insidieuse. En fait, c'est pour revenir peut-être davantage à notre classe politique ou à nos dirigeants, ce projet-là, je pense qu'on peut dire qu'il a été porté avec brio par le Parti libéral du Québec pendant longtemps. Cette idéologie était très présente dans le discours du PLQ et elle a permis donc vraiment de légitimer toute une série de politiques, là, soit en faveur du secteur privé ou à l'inverse de démantèlement de certains acquis sociaux. Mais c'est un projet qui, j'ai l'impression, a trouvé là, avec la coalition Avenir Québec et son chef François Legault un défenseur, disons, assez éloquent, ou je ne sais pas comment le qualifier, parce que en fait, c'est ça, c'est intéressant, mais c'est que, intéressant, en fait. Le livre, donc, il est paru en 2018, donc quelques mois avant que, justement, le Parti libéral du Québec perde les élections et soit remplacé par la CAQ. Et dans le livre, j'ai quand même consacré quelques pages à François Legault parce qu'il apparaissait comme une figure assez exceptionnelle, justement, du parvenu. Lui-même alimente ce discours, c'est justement d'entrepreneur qui vient d'un milieu modeste, puis bon, qui est devenu millionnaire là, à 40 ans. Donc, l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018, c'est un peu justement, c'est l'entrepreneur, c'est le parvenu qui est au pouvoir. En tout cas, cette figure que j'ai décrite plus tôt du parvenu, qui a finalement qui a accédé au plus haut poste au Québec. Et on le voit vraiment chez François Legault, cette vision-là du Québec comme un territoire à exploiter. Le discours, puis pas juste le discours, mais en tout cas, il y a cette vision-là du gouvernement comme acteur qui doit finalement créer les meilleures conditions pour faire venir des entreprises sur notre territoire. Un discours sur la création de richesse, hein, qui est assez particulier parce que c'est un discours donc sur, bon, rappelez-vous, hein, François Legault nous disait qu'il allait créer des emplois à 25, 35, 45 $ de l'heure. Je ne me rappelle plus c'était quoi qu'il disait en campagne électorale, mais qui, à l'inverse, en fait, s'oppose à une hausse qui serait substantielle du salaire minimum,
qui s'en prend régulièrement aux syndicats quand il y a eu des conflits par le passé, puis même là, dans les derniers mois, avec dans le cadre des négociations avec les employés du secteur public, François Legault a souvent, disons, attaqué à demi-mot les syndicats. C'est un gouvernement, évidemment, qui est très attaché à l'équilibre budgétaire, donc qui est déjà en train de penser à quand est-ce qu'on va revenir à cet équilibre budgétaire-là, alors qu'on est en pleine pandémie, puis qu'il y a des dépenses importantes à faire pour maintenir, pour répondre aux besoins de la population actuellement. C'est un gouvernement aussi totalement désintéressé des enjeux environnementaux, puis chez qui l'environnement, souvent, on sent être un obstacle justement au développement économique, un frein à la croissance et tout. Donc, bref, on voit avec la CAQ, mais on l'a vu avec d'autres gouvernements avant, que on a une classe politique qui souvent donc gouverne davantage en ayant en tête les intérêts d'une certaine élite économique et donc d'une minorité de la population, et qui justifie ces politiques au nom donc d'une idée de la richesse, puis d'une idée qui trouve finalement, c'est ça, qui peut être résumé par cette idée du parvenu que j'ai tenté de décrire dans mon livre. Donc, en fait, ça m'amènerait à ma conclusion et à un petit retour en arrière. Et je voulais vous parler très brièvement d'un sociologue américain, Thorstein Veblen, que je cite aussi dans le livre. Et lui, en fait, il avait écrit au début, en 1899, donc il y a au-dessus d'un siècle, un essai, un livre qui s'appelle « Théorie de la classe de loisirs », et dans lequel il montrait que dans les sociétés modernes, la propriété privée est un principe donc central, et cette propriété privée-là permet une accumulation de richesses qui confère à son propriétaire du prestige. Et en fait, Veblen décrivait donc cette classe de riches qui faisaient étalage de leur richesse à travers une consommation ostentatoire, là, donc des objets de luxe, parce que faire étalage de sa richesse, c'est ce qu'il décrivait dans son livre, c'est montrer à quel rang on appartient, donc soit un rang supérieur, évidemment. C'était montrer qu'on n'est pas un simple travailleur là, qui doit finalement... qui doit justement se résoudre là, à exécuter pour le compte de d'autres des corvées lassantes et tout. Et donc, c'est une manière de montrer quelque part la puissance qu'on a dans la société sur la société, c'était conçu comme justement à l'inverse du travail que devaient réaliser les classes populaires, c'était perçu comme une forme d'exploit. Cette capacité-là, cette richesse-là, cette capacité à accumuler de la richesse. Et en fait, la classe que décrivait Veblen à l'époque, c'était une nouvelle classe supérieure, en fait, qui émergeait aux États-Unis à l'époque, de ce qu'on pourrait appeler une espèce de premier âge d'or du capitalisme, où justement avant la grande crise des années 30, là, où le capitalisme était en plein essor, et on avait comme ça des gens qui s'enrichissaient de manière extraordinaire. Des grandes fortunes aussi qui se sont constituées à cette époque-là. Et donc, une société qui était aussi très inégalitaire. Et ça va prendre justement la grande crise des années 30 avant
aux États-Unis, ben, dans le cas des États-Unis, qu'on mette en place un État plus interventionniste qui vienne limiter cette concentration de la richesse-là qui a donné lieu à tout un désastre social assez important. Pourquoi je vous parle de tout ça en conclusion? Bien, c'est que, en fait, pour moi, le parvenu, puis le fait que ce discours-là prenne autant de place dans notre société, le retour en force finalement de ce nouveau riche, c'est le signe, j'ai l'impression, d'un retour aussi à une société qui est marquée par des inégalités qui se creusent depuis une trentaine d'années au moins, même si au Québec, c'est moins pire qu'ailleurs, il faut le dire. Mais néanmoins, on est dans un contexte d'inégalité économique croissante. Et donc, c'est la marque, ce discours, ce parvenu-là, et le fait qu'on en fasse l'éloge, c'est la marque d'une société où l'intérêt d'une minorité est en train de, en fait, primer sur le bien-être de la majorité. Puis, c'est un peu pour dénoncer, si on veut, ou remettre en question cet ordre des choses-là que le livre existe. Et j'espère qu'il y aura justement suscité chez vous, ou en tout cas que ma présentation aura suscité des remises en question que vous jugez pertinentes. Et sur ce, on pourrait, je pourrais prendre des questions ou des commentaires. Oui, bonjour Mme Posca, merci pour la conférence. Vous soulevez un tabou dans cette conférence-là qui est intéressant, c'est-à-dire que, étant entrepreneur, moi-même, je l'ai constaté, il y a beaucoup de gens riches, d'entrepreneurs riches qui le sont à cause de la chance. Et ça, c'est un tabou parce qu'on prend pour acquis que si quelqu'un est devenu riche, forcément, c'est parce qu'il est incompétent, mais dans bien des cas, malheureusement, la chance a joué un facteur principal. Bon, ceci dit, j'aimerais amener des nuances, d'accord? Parce que, d'abord, je vais être honnête, je vais me présenter, je suis un parvenu, OK? Je suis un gars qui vient d'une famille moyenne, puis j'étais millionnaire à 30 ans. Mais à ma défense, j'ai tout perdu dans un divorce à 35 et je suis redevenu millionnaire à 45 ans. Donc, j'ose dire que ce n'est pas tout à fait dû à la chance dans mon cas. Et il y a des observations que j'aimerais vous faire. D'abord, il y a une culture, ce que vous décrivez là, il y a une culture très différente entre l'Amérique et l'Europe au niveau de l'entrepreneurship. Moi, j'aide beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent de l'Europe puis qui viennent justement en Amérique parce qu'ils étouffent en Europe. Parce qu'en Europe, c'est bien, votre succès est très, très dépendant, comme vous le disiez plus tôt dans votre conférence, mais c'est encore plus vrai en Europe. Votre succès est très dépendant de qui est votre père. Alors qu'on a la chance ici en Amérique, tu sais, c'est le American Dream. On a la chance ici que celui qui a du potentiel, il a plus de chances de se réaliser en Amérique. Et ça, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité, ça. Là. Moi, j'ai connu plein de jeunes entrepreneurs qui ne réussissaient pas à percer en Europe, sont allés en Amérique et ils ont eu du succès. L'autre réalité que vous ne pouvez pas nier non plus, c'est que les grandes organisations ne favorisent pas la créativité. Dans une grande organisation, des phénomènes politiques qui font en sorte que les gens n'exploitent pas leur créativité. Quand les mêmes personnes font des spin-offs, partent leur entreprise, ils ont des super idées. L'entrepreneurship est génératrice d'idées et les idées sont générateurs de création de richesse. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Là. Prenez le même individu, vous le sortez de la fonction publique, je peux vous nommer tonnes d'exemples, vous le sortez de la fonction publique, vous le mettez dans une PME et tout à coup, le gars devient productif, il amène des idées. Et là, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la game, c'est la game de la compétitivité internationale. On est en compétition avec plein d'autres pays. Là. Donc, c'est important d'en créer de la richesse. On ne peut pas juste replier sur nous autres mêmes. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un phénomène génétique. OK? Puis à ce sujet-là, regardez, je vais partager quelque chose, vous le lirez tantôt. J'ai écrit un article, désolé, il est en anglais, là, mais mon article, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que dans la société, il y a des individus, ce n'est pas une question d'intelligence, il y a un individu à peu près sur 30 qui est doté de leadership, puis la plupart des autres ont plus tendance dans la vie à suivre un leader. Et ça se manifestait à l'époque paléolithique par les chefs de tribus.
Et l'équivalent moderne des chefs de tribu, c'est le chef de PME, c'est le dirigeant de PME. Et la sélection naturelle a décidé, en guillemets, quote on quote, parce qu'évidemment, la sélection naturelle n'a pas d'intention, mais c'est une figure de style que j'aime bien utiliser, a trouvé que l'être, la créature grégaire qu'est l'être humain était plus efficace en fonctionnant en société qu'en fonctionnant de façon individuelle. C'est toujours difficile de répondre parce que c'est plus un commentaire que vous faites, là, puis je vous remercie pour ce commentaire-là, mais je pense que ce que j'essaie de montrer dans l'idée que je défends, c'est que oui, bien sûr, c'est possible là, de partir de pas grand-chose et de devenir millionnaire, mais en fait, c'est rarement, ce pas grand-chose-là, il est souvent sous-estimé ou caché, en fait, pour ne pas dire souvent, c'est ça, caché, ou enfin, il n'est pas mentionné. Et ça commence par justement la société dans laquelle on vit, le fait que, par exemple, vous dites en Amérique du Nord, ou si on prend juste le Québec, c'est plus facile de partir une entreprise ou de s'enrichir qu'en France, ou qu'en Europe, là. Je connais pas la situation là-bas, mais ici, effectivement, il y a un contexte qui fait que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de revenus importants peut quand même avoir accès à l'éducation de la petite enfance jusqu'à l'université, jusqu'à des études supérieures. Et ça donne déjà un bagage important pour, après ça, entreprendre bien des choses, mais notamment pour avoir des diplômes qui sont souvent nécessaires pour accéder à une profession et pour développer, entre autres, des entreprises. Ça nécessite aussi un contexte qui est comment dire, un contexte réglementaire, fiscal, qui facilite aussi l'essor de ces entreprises-là. Et donc, c'est rarement, c'est ça, seulement à la disons, sueur de notre front qu'on arrive à le faire. Bon, puis ça, c'est comme un volet, si on veut, de mon intervention, c'est d'un peu défaire l'idée que, c'est ça, que c'est finalement le fruit d'individus plus aventureux, comme vous le dites, ou qui ont, je ne sais pas, là, des qualités particulières qui peuvent s'enrichir. L'autre volet, si on veut, de mon intervention, peut-être que c'est un peu moins présent dans ma présentation, mais c'est ce que je remets en question, c'est un peu l'idée que la société devrait justement se mettre en fait, avoir pour objectif cette multiplication-là des riches comme objectif finalement de société. Parce que quand on écoute, tu sais, par exemple, un François Legault, on a l'impression que le problème au Québec, c'est qu'il manque de riches et que quand il y aura plus de riches, là, tout le monde va, comme par magie, par la théorie du ruissellement, là, qu'on nous resserre depuis des années, mais qui n'a jamais été prouvée, là, en fait, qui a toujours été démentie. Ça, c'est l'autre chose que moi, je remets en question, c'est-à-dire que je crois que, en fait, puis c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce discours-là, il vient finalement justifier des politiques qui favorisent toujours une minorité de la population, en fait. Et la fameuse redistribution de la richesse qui est supposée venir après la création, finalement, elle n'arrive jamais. Puis au fur et à mesure qu'on dit qu'on élabore des politiques pour créer de la richesse, en fait, on permet une concentration toujours plus grande de cette richesse-là. Donc, moi, je remets aussi en question ce modèle-là, finalement, de société. Maintenant, oui, bonjour, Madame Posca, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, super, merci. Bien, écoutez, moi, j'enseigne au cégep depuis une quinzaine d'années et votre ouvrage, le manifeste, ça fait partie de mon cours. Je ne l'ai pas fait lire, hein? On ne peut pas faire... pas oser demander aux étudiants une telle dépense dans leur cours, dans leur formation, mais je m'inspire beaucoup de vos thèses.
Et bien entendu, c'est pas éloigné aussi des travaux d'Alain Deneau, avec qui j'ai eu la chance de dialoguer au Cégep lors d'une conférence, etc. Je viens de me taper Bande de colons, etc. Donc, je retrouve ici des analyses avec lesquelles ils me sont familières. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, et vous me direz si je me trompe, que dans le fond, dans votre essai, vous reprenez un peu vous explicitez le grand travail de SAP de l'État-providence qui a lieu depuis à peu près une soixantaine d'années, là. Marguerite Thatcher, Ronald Reagan a ouvert le bal et sans contredit, ben, les ténors ici politiques ont fini par emprunter cette voie-là. Et enfin, la question que je veux vous demander, puis je sais que je vais faire preuve d'une naïveté, d'une candeur déconcertante et je m'en excuse, mais une fois qu'on lit beaucoup ici, on lit beaucoup, sans tomber dans le messianisme, il y a plusieurs auteurs qui nous disent est-ce que ça se pourrait qu'on ait atteint les limites, sans parler d'une révolution marxiste, là, ça se pourrait qu'on ait atteint les limites d'un discours néolibéral et qu'actuellement, avec, ne serait-ce qu'avec la situation des États-Unis, avec la crise mondiale, il va falloir repenser les choses autrement. Mais une fois qu'on a entendu nos politiciens nous dire ici, il est temps de redistribuer la richesse et on voit que ça se passe pas, quelle alternative il nous reste pour nous, les citoyens? Parce que la force de ce discours idéologique dont vous arrivez à cibler les caractéristiques, c'est de dire, ben Stéphane, pendant que tu vois François Lambert à Dragon's Den, à Radio-Canada, tu rêves. Tu rêves parce que tout est en ton pouvoir en quelque sorte, comme si il y avait un germe de leadership qui pouvait peut-être dormir en toi et en te secouant un peu comme un sac à popcorn, paf, tu vas éclater. Vous avez fait la démonstration que ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'il y en aurait peut-être un peu plus, mais quelle autre alternative on peut envisager? Parce que dans le fond, quand on regarde la CAQ, quand on regarde les libéraux, quand on regarde le PQ, on voit que sur l'échiquier politique, ben, le discours tend de plus en plus vers la droite, centre-droite. Moi, les conservateurs Canadiens m'ont donné de l'urticaire. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous proposez? On discute, je le sais, là, on ne va pas refaire le monde à soir, mais considérant l'échec qu'on entend des autres discours en guise de substitution, qu'est-ce qui nous reste pour garder un peu espoir? Puis j'avais posé la question à Alain Deneau. Oui, effectivement, c'est sûr que le livre, c'est ça, c'est en partie de montrer, comme vous l'avez dit, le travail de SAP de l'État-providence au Québec. Puis c'était de montrer aussi qu'en fait, justement, contrairement à l'idée qu'on se fait souvent que, oui, le Québec est à l'intérieur du Canada est une société distincte, pas juste d'un point de vue de la langue puis de la culture, mais aussi politiquement. Je pense qu'on a des acquis sociaux plus importants que beaucoup d'autres provinces à cause de notre histoire, de nos histoires de lutte, les mouvements sociaux qu'il y a eu ici, puis qu'il y a encore, puis qui justement tentent de préserver ces acquis-là. Mais malgré ça, puis qui donnent des résultats aussi, hein, on est aussi une des sociétés les moins inégalitaires en Amérique du Nord. Mais malgré ça, il y a le même discours puis la même tendance qui est présente. C'est ça que je voulais montrer. On le voit à travers les discours d'un Lucien Bouchard, d'un Alain Bouchard, d'un François Lambert que vous avez nommé, de François Legault. Bon, c'est un discours qui est très présent, puis c'est ça, je m'attarde à le montrer un peu dans le livre. Maintenant, le néolibéralisme, c'est ça, oui, je pense qu'il est en train de montrer ses limites et ses... de montrer qu'il ne tient pas ses promesses. Puis ça, on le voit, c'est vrai, avec beaucoup plus de force chez nos voisins américains. On voit que ces 3, 4, là, je ne sais jamais où mettre la date, mais décennies de néolibéralisme où on a justement affaibli les services publics, réduit les réglementations en environnement, notamment, et dans différents, dans l'économie, la finance, ça a surtout été efficace pour, comme je le disais,
à creuser les inégalités, aggraver la crise environnementale. Là, on se rend compte que ça a tellement affaibli nos services publics qu'on est incapable de gérer adéquatement ou de faire face à une crise de l'ampleur de celle qu'on vit. Donc, en fait, on se trouve à un moment où ce discours-là de la droite est un peu, justement, la droite se retrouve avec beaucoup moins d'arguments. Bon, maintenant, vous me direz, ça ne veut pas dire que... Puis elle se retrouve aussi prise avec un problème, c'est que l'élite libérale, là, pour représenter le Parti libéral au Québec ou même la CAQ, là, en fait, là, disons que d'un point de vue nord-américain, c'est un peu toute la même chose. Le Parti démocrate aux États-Unis se retrouve avec le nouveau problème de cette droite, extrême droite, qui, elle, justement, critique aussi, en fait, l'élite, une certaine élite qui a été au pouvoir dans les dernières décennies puis qui a juste servi ses propres intérêts. Et donc là, une nouvelle élite de droite qui est xénophobe, qui est raciste, souvent sexiste, très rétrograde. Et donc là, c'est aussi un échec du néolibéralisme en quelque part. Donc bref, je pense qu'il y a un contexte en fait fertile pour des nouvelles idées politiques, puis aussi pour une défense justement d'une autre conception de l'État, parce que moi, je crois quand même à nos institutions politiques, même si je pense qu'elles doivent absolument être refondées, puis que ça va aussi nous prendre de nouvelles institutions, pas juste à l'intérieur de l'appareil étatique, mais aussi des institutions sociales, économiques nouvelles. L'autre, c'est ça, on valorise beaucoup la figure de l'entrepreneur individuel, puis mon intention, c'est pas de m'en prendre aux personnes qui démarrent des entreprises, mais c'est de dire qu'il y a aussi d'autres modèles possibles, puis le fait, par exemple, que au Québec, on a une économie sociale et les coopératives qui est quand même assez dynamique, même si elle est vraiment marginale, bien, pourquoi ne pas développer aussi cette économie-là qui est beaucoup plus inclusive, plus axée sur répondre à des besoins réels plutôt que d'accroître les profits. Ça, c'est aussi une autre manière d'organiser la société puis l'économie avec en tête davantage le bien-être des citoyens, des citoyennes et non pas simplement l'enrichissement finalement individuel. Donc, sans verser à nouveau dans de la nationalisation, là. Bien, je veux dire, ça dépend. Je pense que pour certains secteurs, oui, ça pourrait être avantageux. Tu sais, comme actuellement, on voit comment on a des entreprises de livraison là, qui se font, qui accumulent des profits sur le dos de travailleurs précaires, sur le dos de petites entreprises aussi qui dépendent d'eux dans le contexte actuel. Je veux dire, pourquoi pas penser à un service de livraison, peut-être pas national, mais pourquoi Montréal n'aurait pas son service de livraison? Je veux dire, on aurait tout avantage à avoir un service qui serait comme uniforme à l'échelle de la ville. Bon, après, tu sais, fait que ça dépend, je pense que non, la nationalisation bord en bord, c'est certainement pas la solution, mais dans certains secteurs économiques, oui, ce serait avantageux. Les CHSLD, on voit bien que les résidences pour aînés, là, il y en a qui sont justement, c'est devenu un modèle d'affaires avantageux, faire de l'argent sur le dos des personnes âgées. Là, je vois pas l'avantage d'avoir un secteur, avoir une implication dans ce secteur-là en particulier d'entreprises privées. Donc, mais maintenant, si on voulait avoir des services de qualité dans le public, il faudrait évidemment les financer adéquatement. Ce n'est pas non plus automatique parce que c'est public, c'est meilleur. Mais donc, bref, je pense qu'il n'y a pas de solution unique, ça, c'est évident. Ben, gros merci. Lorsque le Parti québécois a créé la loi sur l'équilibre budgétaire en 1996, la loi 3, cette mesure n'a-t-elle pas sauvé nos systèmes sociaux? C'est une question de Nicolas, quelqu'un. Ben, je ne sais pas si ça a sauvé nos systèmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'héritage de la loi sur le déficit zéro, moi, je le vois comme davantage
carcan budgétaire qu'on s'est donné qui a eu à plusieurs reprises qui a davantage fait des ravages, là. Bon, à l'époque, ça a été évidemment une certaine des départs à la retraite, puis une réduction de la main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Mais ensuite, c'est que c'est devenu finalement un objectif tellement prioritaire que, par exemple, dans la foulée de la crise économique de 2008 au Québec, dans les années qui ont suivi, on a voulu... oui, la crise a été moins forte ici, mais on a quand même... l'économie a quand même ralenti, puis ça a eu un impact sur les finances du gouvernement. Et donc, le gouvernement a rapidement voulu revenir à l'équilibre budgétaire. Puis en faisant ça, en fait, ça ralentit la reprise économique parce que finalement, bon, l'État, généralement, quand il dépense, il crée de l'activité, il paie des salaires et donc il favorise de l'activité économique. Le déficit zéro, ça a aussi été les années de compression ou en tout cas qu'on a vécu dans les années 2010 qui ont affecté tant, encore une fois, le réseau de la santé et de l'éducation. Puis on le voit aujourd'hui, on vit une pénurie dans ces deux réseaux-là. Donc, c'est difficile pour moi de voir cet impératif-là de l'équilibre budgétaire comme une politique qui a sauvé nos services sociaux. J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, en fait. Que c'est une politique qui sert toujours à réduire les dépenses qui sont dirigées vers les services publics au nom finalement d'un principe qui a pas montré nécessairement son efficacité d'un point de vue même financier ou en tout cas économique, là. Vous avez mentionné qu'il y a une baisse au niveau de la santé, au niveau du réseau de la santé, au niveau des dépenses en santé. Pour même présentement, peut-être de la COVID pourrait être lié à ça. Mais une des choses que j'ai l'impression, c'est que notre système de santé était basé il y a 30, 40, 50, il y a quelques années, plus sur un système pyramidal où il n'y avait pas beaucoup de personnes âgées et beaucoup de travailleurs. Et avec le vieillissement de la population, on se ramasse avec beaucoup plus de personnes âgées par rapport au pourcentage de travailleurs. Ce qui fait que le système de santé coûte de plus en plus cher avec les années. Fait que, est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a eu des compressions ou c'est parce qu'il y a eu de plus en plus de demandes dans le système de santé qui fait qu'on est rendu où on est rendu? Bien, c'est en partie vrai. C'est-à-dire, j'ai peut-être dit compression, mais tu sais, il n'y a pas tout le temps eu il y a eu des épisodes de compression, mais il y a surtout un certain sous-financement, c'est-à-dire que, parce que je pense que si on regardait le budget de la santé, là, j'ai pas les chiffres exacts en tête, là, mais on verrait qu'il augmente quand même d'année en année, là, puis bon, c'est toujours le plus gros poste budgétaire, sauf que les dépenses ne suivent pas nécessairement les besoins qui, eux, augmentent. Un autre problème qu'on voit, en fait, c'est un problème de mal-financement dans le cas du réseau de la santé, c'est-à-dire qu'on réalise que l'augmentation, justement, des dépenses, c'est beaucoup à cause de la rémunération des médecins. Qui a explosé dans les dernières années au Québec, puis notamment après les ententes que le Parti libéral avait prises là, avec les médecins, c'est ça, à l'époque. Ça a fait exploser la rémunération médicale. Puis l'autre raison pourquoi les coûts augmentent sans que nécessairement la capacité du réseau à répondre aux besoins augmente, c'est parce que c'est le coût des médicaments aussi qui a explosé. Et donc, on se retrouve finalement avec, c'est ça, des dépenses en santé qui financent beaucoup des entreprises pharmaceutiques et finalement une minorité de travailleurs dans le réseau de la santé.
Et l'autre chose que je voulais dire, c'est... J'ai oublié. Donc, j'ai 2 questions. La première est facile. C'est pour ceux qui songeraient à acheter votre livre. Vous dites que c'est sur un ton sarcastique, ironique. Donc, est-ce que c'est parce qu'on présente le point de vue du parvenu? Est-ce que c'est le parvenu qui présente son point de vue? Oui, c'est principalement ça. Donc, parce que ce soir, on ne l'a pas beaucoup senti, là, le côté ironique. Tu sais, vous l'avez plus présenté. Vous avez présenté votre point de vue. Donc, oui. Donc, juste pour qu'on sache un peu à quoi s'attendre. Si on se procure le livre, c'est le parvenu qui parle. Une partie de l'ouvrage. OK, d'accord. Et la deuxième question est un petit peu plus difficile. Vous avez dit que François Legault était vraiment non seulement un exemple de parvenu, mais un exemple de ceux qui défendent les intérêts d'une élite, finalement, une élite contre les intérêts d'une élite par opposition à ceux de la majorité de la population. Mais malgré ça, et probablement que c'est vrai sur le fond, mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché apparemment d'être, selon l'information que j'ai, je n'étais pas là lors des caucus, mais apparemment c'est lui qui a beaucoup poussé pour qu'il y ait une embauche massive de personnel à 26 $ de l'heure. C'était son idée apparemment d'embaucher des gens pour les CHSLD à 26 $ de l'heure. Et justement, pour renchérir sur votre idée, des gens qui veulent défendre le système qui à plusieurs étages, là, avec des classes sociales et stratification sociale importantes, ils ont dit non, ça va comme tout débalancer, ça va déstabiliser, selon les articles que je lis. Apparemment, on lui aurait dit, là, ça va causer tout un bordel, puis ça va être difficile là, après de maintenir bas les salaires dans le système de santé, les emplois plus bas de l'échelle dans le système de santé. Si on prend quelque chose comme un préposé aux bénéficiaires et qu'on le monte à 26 $ de l'heure, ça va tout déstabiliser. Donc, apparemment, selon l'histoire que j'entends, puis j'ai un article que je pourrais vous envoyer en lien, là, je l'ai lu récemment, apparemment, ça l'a pas. Il a dit, regarde, on a un besoin, puis c'est comme si finalement, pour régler un problème, il avait mis cette idéologie-là au second plan où il avait comme un peu tassé, puis finalement, il a peut-être détruit un château de cartes ou un château fort, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, peut-être que par cette action-là, en tout cas, moi, ça me donne l'impression que finalement, il n'est pas tant que ça, cette idéologie-là. Il a priorisé la santé ou son bilan personnel. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix-là, mais il a accepté que finalement, faire le sacrifice de l'idéologie au nom d'un bien commun ou de sa réputation, sa réputation comme politicien. Je voudrais entendre là-dessus. Je voudrais peut-être juste additionner une petite affaire parce que même les syndicats, au début, ils étaient contre cette augmentation-là. Ils auraient voulu que tout le monde soit augmenté, je pense, ou pas juste les préposés aux bénéficiaires. Il y a eu un imbroglio, en tout cas. Ben oui, mais je veux dire, c'est possible, tu sais, puis je pense que quand je dis, on a une classe politique au Québec qui porte une certaine idéologie, évidemment, ça ne veut pas dire que une personne n'est pas capable de sortir de ce cadre-là. De la même façon que, à l'inverse, des fois, on voit des partis plus de gauche prendre le pouvoir. Pas ici au Québec, c'est jamais vraiment arrivé, mais ou quoi que, à moins si on dit que le Parti québécois, mettons, était un parti de centre-gauche, mettons, là. Des fois, on les voit adopter des politiques en faveur des grandes entreprises. Donc, c'est évident qu'il y a des... c'est ça, qu'on peut déroger de l'idéologie, puis d'autant plus, j'ai l'impression, en contexte de crise. Là. Maintenant, je ne pourrais pas expliquer pourquoi c'est ça. François Legault a jugé qu'il fallait absolument augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires dans le contexte actuel, mais bon, effectivement, tu sais, je pense que, je veux dire, ce serait idéologique de ma part d'essayer de trouver une raison cachée ou je ne sais pas trop de dire, ben là, ça correspond pas au portrait que je vous ai fait, donc c'est pas possible, là, tu sais. En tout cas, fait que, bref, je pense que l'un n'empêche pas nécessairement l'autre, puis même chose, tu sais, d'un point de vue, quand on parle, tu sais, du néolibéralisme, ben évidemment, c'est pas... Il y a le projet politique qu'on peut décrire, que même, tu sais, certains idéologues qui vont défendre ce projet-là peuvent décrire, puis il y a la réalité après de son application. Puis ça, il y a toujours un écart. Fait que...
en tout cas, je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante, mais... Oui. J'ai partagé l'article duquel je m'inspirais parce qu'évidemment, je n'étais pas là quand il y a eu les réunions en question sur le fameux 26 de l'heure puis l'embauche de 10 000 personnes, tout ça. Mais j'ai partagé sur un article de la presse qui a l'air assez bien documenté, puis qui s'intitule, bon, l'opération qui a sauvé les CHSLD. On pourrait être d'accord ou en désaccord, mais c'est Isabelle Haché qui a écrit ça. Qui est sorti et paru il y a un mois, un peu moins de 3 semaines environ. OK, merci. Vous pourrez le regarder. Ben oui, certainement. Peut-être que je pourrais rajouter rapidement, moi, il y a un aspect, par contre, que je trouve qui ressort dans la gestion de la pandémie par rapport à François Legault, puis c'est son penchant un peu, comment dire, à vouloir être aux commandes. Et on l'a vu, je pense, en tout cas, dans différentes décisions. Puis moi, je le reliais un peu à cette justement, position-là de quelqu'un qui est habitué à être finalement le PDG d'une entreprise, puis d'être en position d'imposer un peu sa volonté sur les autres. Mais bon, ça, là, on verse plus dans l'analyse psychologique, puis c'est pas vraiment c'est pas ça ma spécialisation, mais en tout cas, je pense quand même intéressant d'analyser certaines décisions de François Legault de cette manière-là. Au fond, vous dites que le capitalisme, finalement, est responsable de la non-distribution de la richesse. Vous ne pensez pas plutôt que ce sont les monopoles qui sont responsables de la non-distribution de la richesse? Puis ce phénomène-là de concentration de la richesse, on l'a observé même dans les régimes communistes. Le communisme, c'est un beau concept au départ, mais l'histoire a démontré que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on a réalisé après plusieurs décennies de communisme? C'est que finalement, la richesse, encore une fois, se ramassait juste dans les mains de certains. Fait que c'est comme, on dirait que l'homme trouve toujours son chemin là-dedans. Le néolibéralisme s'oppose idéologiquement au monopole. Monopole et néolibéralisme, c'est des antithèses. Et c'est quand, justement, il y a des monopoles qui s'installent, c'est là qu'il y a de la concentration de la richesse. Mais tant que les principes de la libre compétition sont appliqués, bien, la richesse est accordée aux plus méritants, non pas à l'establishment. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je vous dirais que si on regarde une entreprise comme Amazon, que je considère qui est devenue un monopole en termes de livraison de biens, oui, c'est vrai. C'est un monopole qui permet, en fait, à Jeff Bezos de gagner, d'avoir une fortune de milliards de dollars sur le dos d'employés qui sont sous-payés, qui travaillent dans des conditions indignes, qui se sont exposés à la COVID depuis le début de la pandémie. Si on pense à une entreprise comme Apple, oui, c'est un monopole un peu dans le secteur des nouvelles technologies, de l'informatique, des télécommunications. C'est un monopole ou en tout cas un quasi-monopole, ou un oligopole, en fait, si on regardait ses autres concurrents, qui permet à une concentration immense de la richesse, encore une fois, des fortunes, des milliardaires d'accumuler des fortunes. Donc, si c'est oui, dans ce cadre-là, je dirais qu'effectivement, on a une économie qui encourage la formation davantage d'oligopoles, mettons, pour être plus, disons, fidèle à la réalité de notre économie, puis que ces oligopoles permettent, donc, cette situation oligopolistique permet à des grandes entreprises de concentrer une quantité inouïe de richesse comme ça n'a jamais été le cas dans l'histoire, je pense, récente. Mais vous ne répondez pas à mes questions. Vous ne pensez pas que, au fond, la concentration de la richesse est due au fait que, justement, les gouvernements n'ont pas leur culotte. Le gouvernement a une responsabilité de briser le monopole. Rappelez-vous AT&T à l'époque. Le gouvernement américain avait scindé AT&T en 13 compagnies à travers les États-Unis. Ça, c'était à l'époque du téléphone. On est loin de cette époque-là. Là. Mais, tu sais, le gouvernement a juste à mettre ses culottes et à dire « Merci beaucoup, Jeff Bezos, pour votre brillante idée. Vous avez été très, très brillant. Vous avez été visionnaire. Maintenant, laissez votre tour aux autres. Là cette fois-ci, on scinde Amazon.
comme on a scindé AT&T autrefois, puis on scinde Google, etc. Fait que, parce que c'est un monopole, ça va à l'encontre de la compétitivité, vous ne trouvez pas? C'est une contradiction fondamentale là, au niveau idéologique là, entre les deux. Là. Tant qu'à moi, un monopole ou du communisme, ça revient au même. C'est le pouvoir des mains de toutes les mêmes personnes. Là. La libre compétition va à l'encontre du monopole. C'est normal qu'au début, regarde, Bill Gates, il a déjà été l'homme le plus riche de la planète. Il ne l'est plus aujourd'hui. Il a passé son tour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que sa fortune? Il l'amène dans des fiducies puis dans des maisons de charité. C'est ce qu'il fait. Là. Il a atteint sa 5e étape de la pyramide de Maslow. Monopole égal communisme, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est comme dans des grosses caricatures un peu, parce que, comme je le dis, je pense que la réalité de notre système économique, c'est que les États, en partie, laissent aller et donc permettent la formation d'oligopoles. Après, j'imagine que dans votre question, il y avait probablement, vous aviez davantage en tête des monopoles comme celui de la SAQ, peut-être, là, parce que généralement, quand on parle, en tout cas... Notamment. Bon, ben c'est ça. Mais... c'est pas juste lui, il y a des là, tu sais, j'ai de la difficulté à voir le lien, par exemple, entre le fait qu'au Québec, on a une société d'État pour vendre l'alcool et le communisme, tu sais, mais j'ai comme un peu de difficulté à répondre, puis fait que peut-être que je m'en tiendrai à la première réponse que j'ai donnée. C'est ça. En fait, puis peut-être je reviendrai juste rapidement sur cette idée-là que je présente un peu dans le livre, mais même que j'ai davantage défendu dans... Je vous ai parlé du livre Détournement d'État qu'on a publié à l'IRIS, puis c'est que on voit beaucoup, puis surtout au Québec, je pense, l'État, justement, on oppose l'État et le marché ou l'État et les entreprises privées, mais en fait, le néolibéralisme, c'est davantage une transformation de l'État qui vient servir avant tout, ou en tout cas en priorité, les intérêts des entreprises privées puis des individus plus fortunés. Donc, ce n'est pas une opposition entre les deux, mais c'est une transformation du rôle de l'État. Puis c'est ça que j'ai un peu essayé de montrer, que cette transformation-là du rôle de l'État, elle s'appuyait sur une certaine idéologie qui vient la justifier finalement. Monsieur Claude Coulomb demande: que pensez-vous des thèses de Thomas Piketty? Je pense que c'est en partie sur du travail comme celui que Piketty a fait que mon propre travail s'appuie, dans le sens où c'est un économiste qui, comme d'autres aussi, là, Piketty est devenu très comme une vedette en économie, là, mais il y a plusieurs autres chercheurs qui travaillent aussi sur ces questions-là depuis des années à documenter la progression des inégalités de richesse et de revenus, en fait, dans le monde, là. Ils font un travail assez colossal là-dessus. Malheureusement, sur la richesse au Canada, on a un peu moins de données, mais bon, bref, c'est le type de travail c'est ça qui, moi, me permettent, entre autres, qui viennent finalement, qui permettent d'appuyer certaines des thèses que j'ai partagées avec vous, là, sur notamment la reproduction, justement, la reproduction sociale, la richesse, la concentration de la richesse depuis une trentaine d'années, la transformation du capitalisme. Donc oui, je pense, c'est ça. Pour moi, c'est des travaux qui sont importants puis pertinents. Je veux juste faire une petite remarque par rapport à quelque chose que vous avez dit plus tôt. Vous avez parlé d'étalage de la richesse. J'aimerais faire un petit commentaire là-dessus, sensibiliser peut-être une dimension qui n'est pas très politiquement correcte. Vous savez, pour l'homme d'affaires, étaler sa richesse, c'est comme sa médaille. L'athlète olympique, lui, là, il étale sa performance avec sa médaille.
c'est le 4e étage de la pyramide de Maslow. Là. Tu sais, une fois qu'on s'est logé, on s'est nourri, on s'est fait aimer, là, à un moment donné, on cherche l'estime, puis on veut faire l'accomplissement. Tu sais, je ne sais pas si vous connaissez le psychologue Maslow, là, qui a apporté des réflexions intéressantes sur les motivations humaines. Alors, pour l'athlète olympique, lui, son achievement, c'est son 5e étage de la pyramide de Maslow, c'est ça, c'est sa médaille. Mais pour l'homme d'affaires, ben c'est sa Porsche. Tu sais. Lui, quand il se prenait que sa Porsche, c'est son achievement social. Est-ce que c'est grave? Tu sais, la réalité demeure, au-delà des préjugés, que l'entrepreneur, il travaille comme le double d'un fonctionnaire. Il est productif, l'entrepreneur. C'est-tu vraiment mal que son carburant, sa motivation vienne d'un étalage de richesse? Parce que, moralement, c'est grave. Entre vous plus moi. Tu sais, si ça y prend ça pour être motivé, travailler comme un fou, arriver avec des idées super originales et finalement créer de la richesse et améliorer la balance commerciale du pays, parce que je l'ai dit tantôt, on est en compétition maintenant avec la planète au complet. Moi, je me dis, est-ce que c'est mal moralement? Tu sais? Bien, si je peux me permettre, c'est que j'entends, comment dire, c'est exactement le discours que je décrivais, en fait. Puis, vous avez, qui est pour moi un discours qui est comment dire, une certaine utopie ou un mythe, de la même façon que la manière que vous présentez les fonctionnaires est une certaine caricature, si on veut, du fonctionnaire qui est paresseux puis pas innovant. Tu sais. Puis, à l'inverse, on pourrait prendre plein d'exemples de travailleurs ou de travailleuses qui travaillent très fort, mais qui ne sont pas rémunérés à la hauteur, justement, de leurs efforts. On n'a qu'à penser actuellement aux travailleuses du réseau de la santé. Puis vous seriez probablement surpris aussi de rencontrer des gens dans le secteur public qui sont très innovants puis qui trouvent des manières innovantes de faire leur travail, mais c'est ça, on vit, on est dans comment dire, un univers un peu de représentation très caricaturale, puis pour moi, le parvenu, c'est aussi une caricature à quelque part, dans le sens de quelque chose on grossit des traits qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. En tout cas, j'additionnais peut-être une chose, Romain, c'est qu'il y a certains entrepreneurs qui ne travaillent pas très, très fort. Moi, j'ai demandé à un moment donné à quelqu'un pour venir couper des branches dans mon arbre en avant. Et le gars qui était l'entrepreneur, qui était le chef de l'entreprise, si on veut, il était dans son camion à fumer pendant que l'autre travaillait dans l'arbre et faisait toute la job. Et dans les années 90, à peu près, quand l'Internet s'est mis à fonctionner beaucoup, on s'est aperçu que la moitié des gens qui consultaient des sites pornographiques, c'était dans des compagnies c'était des gens, des directeurs dans des compagnies qui avaient des bureaux à porte fermée. Ça fait que c'est pas tous les entrepreneurs ou ceux qui ont des gros salaires, des gros big shots qui travaillent fort. Fait que, je suis désolé d'être sceptique là-dessus, mais on en voit de toutes les sortes. Bon. En tout cas, merci tout le monde pour vos commentaires puis surtout pour votre écoute. C'était très, très agréable de discuter avec vous ce soir. Merci beaucoup pour la conférence et on va se dire à la prochaine. Oui, certainement. Merci pour le débat. Merci. Oui, à la prochaine.